Il était tout ce que je croyais chercher. Un homme qui ne se souciait pas de mon nom, de mon héritage, de la fortune dormante qui m'attendait. Je voulais une vie simple, normale, loin des attentes, loin de la complexité du non-Montaigne. Alexandre semblait m'offrir cela. Il m'avait dit qu'il m'aimait pour mon calme, ma discrétion, mon regard posé sur le monde. Il m'avait doucement éloigné de mes amis les plus anciens, de Camille surtout, qui me trouvait trop silencieuse à ses goûts, trop effacée parfois. « Tu es trop précieuse pour ces mondanités », disait-il. « Reste avec moi, dans notre bulle. » Il avait un talent certain pour rendre l'isolement désirable. J'avais cru que ma place était à ses côtés, en retrait, à le soutenir dans l'ombre, à être la femme forte qui lui permettait de briller. C'était, pensais-je, le sacrifice d'une épouse modèle. Mon silence n'était pas un signe de faiblesse, c'était ma façon de préserver une illusion de bonheur. Mais maintenant, cette illusion volait en éclats. Chaque fois qu'Alexandre s'enfonçait dans ses affaires, ses dîners, ses voyages, je restais seul dans notre appartement haussmannien, immense et magnifique, mais de plus en plus vide. Je croyais que cette solitude faisait partie du jeu, que c'était le prix à payer pour l'amour d'un homme si important. Je me disais que ma force résidait dans ma capacité à attendre, à ne pas exiger. J'avais tort. J'avais si terriblement tort. Et la porte de l'appartement s'est ouverte en un clic, et l'odeur familière du parfum d'Alexandre, mêlée à l'odeur stérile et coûteuse des parquets cirés, m'a envahi. Autrefois, cela me procurait un sentiment de sécurité. Ce soir, cela me donnait la nausée. J'ai fait quelques pas à l'intérieur et je me suis figé. Sur la table de la salle à manger, sous la douce lueur du plafonnier, reposait une épaisse enveloppe blanche, mon nom écrit de la main d'Alexandre. À côté, une boîte Cartier, emballée d'un ruban argenté, clairement destinée à Sophie Leclerc. Mon estomac s'est tordu. De doigts tremblants, j'ai ouvert l'enveloppe. Des papiers de divorce, froids, cliniques, définitifs. Et y était attachée une note. C'est mieux pour nous deux. Signe vite. Évitons le chaos pendant ma transition. Je prendrai soin de toi financièrement pour le bien du bébé si tu coopères. Transition. J'ai eu un hoquet, ma voix craquant. Il avait tout planifié. Mes genoux ont de nouveau fléchi, mais je me suis rattrapé au bord de la table. La pièce est devenue floue. Le bébé a donné un coup de pied vif, comme surpris par ma détresse. Une douleur a traversé mon bas-ventre. Plus profonde, plus aiguë cette fois. Non, non, pas maintenant, ai-je murmuré. J'ai essayé de respirer, mais ma poitrine ne s'ouvrait pas. La panique m'a griffé les côtes tandis que la sueur perlait sur mon front. C'est là que les souvenirs se sont bousculés. Des bribes. Comme les fois où Alexandre, avec un air détaché, avait posé des questions innocentes sur l'héritage de mon père, sur Montaigne Technologies, sur la manière dont les actifs étaient gérés. Je me souviens d'avoir minimisé, d'avoir dit que je ne m'en occupais pas, que Guillaume Bertrand, l'ami de mon père et le gestionnaire de notre fortune, s'occupait de tout. Alexandre avait toujours acquiescé, l'air de ne pas y prêter attention, mais quelque chose dans son regard fuyant m'avait toujours mis mal à l'aise. Ou ces fois où Guillaume lui-même, lors de nos rares rencontres dans son bureau à la Défense, m'avait subtilement mis en garde. Éléonore, il faut être vigilante. Le monde des affaires est un monde de requins. Ne laissez personne s'approcher trop près de ce qui vous appartient, ni de vous-même. Il avait parlé de protéger les actifs, de se méfier des prédateurs. À l'époque, j'avais trouvé ces mises en garde excessives, un peu rigides, comme un vestige d'une époque révolue. Je lui avais souri, lui assurant qu'Alexandre était différent, qu'il était mon rocher. Je me suis rendu compte à quel point Alexandre avait toujours évité de parler de mes sentiments profonds, de mes craintes ou de mes espoirs, préférant les discussions pratiques, la logistique de notre vie. Chaque fois que je cherchais une connexion émotionnelle, il m'offrait une solution tangible ou un détournement habile. Je l'avais perçu comme une force tranquille, une preuve de sa masculinité. En réalité, c'était une barrière. Et cette barrière avait été ma prison dorée. Une fois,
je me souviens d'un appel manqué sur son téléphone, un numéro inconnu. J'avais vu le nom, un nom que je n'avais jamais entendu. Alexandre l'avait effacé si vite, avec une excuse si banale, que je n'y avais pas prêté plus attention. Ma confiance était aveugle, mon désir de croire en lui était plus fort que n'importe quelle petite alerte. J'étais tombé dans le piège qu'il avait si méticuleusement tendu. J'avais voulu croire à un conte de fées, et j'avais fermé les yeux sur les pages sombres de son livre. J'ai chancelé vers le canapé du salon, agrippant mon ventre, haletant pour de l'air. Mon téléphone a vibré. Une alerte d'information. Alexandre Dubois officialise sa relation avec la mannequin Sophie Leclerc. Il parle d'un nouveau départ. Quelque chose en moi s'est brisé net. J'ai laissé tomber le téléphone. Ma vision s'est obscurcie sur les bords. La douleur a redoublé d'intensité. Trop aiguë, trop soudaine. Les pensées se sont emmêlées, revenant à ce passé que j'avais tant voulu effacer, ce passé dont j'avais fui le fardeau. Mon père, un homme brillant, le fondateur de Montaigne Technologies, était parti trop tôt, il y a 13 ans de cela. J'avais 17 ans, mon monde s'était effondré. Après sa mort, l'attention médiatique était devenue insupportable. Les avocats, les conseillers, les menaces voilées concernant l'empire qu'il avait bâti. J'étais une jeune fille, submergée par le poids d'un nom, d'un héritage que je ne comprenais pas, que je ne voulais pas. Je rêvais de disparaître, de vivre une vie simple, anonyme. Je voulais qu'on oublie le nom Montaigne, qu'on m'oublie, moi, son héritière. Une nuit, prise de panique, j'étais allé trouver Guillaume Bertrand dans son bureau. Il était alors un jeune associé de mon père, mais son calme, sa droiture m'avaient toujours rassuré. Je me souviens de ses yeux profonds, de sa patience infinie. J'étais en larmes, tremblante. J'avais murmuré, d'une voix étranglée par la douleur, « Guillaume, s'il vous plaît, protégez-moi. Protégez-moi de quiconque voudra m'utiliser. De tous ceux qui ne verront que le nom Montaigne. Même l'homme que j'épouserai un jour. Je veux une vie normale, sans cette ombre. » Je me souviens de cette nuit à la place Vendôme, les lumières des lustres se reflétant sur mon ventre arrondi de 6 mois. Alexandre était sur scène, et son sourire, si habituel, disait déjà un secret que seule mon âme commençait à pressentir. Il m'avait tant dit qu'il aimait ma discrétion, mon calme, ma capacité à rester en retrait, comme si cela était une vertu. Mais à cet instant précis, en le voyant avec Sophie, j'ai compris que ce qu'il aimait, c'était l'espace que mon silence lui laissait. Je n'étais pas faible, je ne l'ai jamais été, mais j'observais, je me taisais. Je cherchais à comprendre ce qui, au fond, n'avait jamais été clair. Ce n'est que bien plus tard, quand tout s'est effondré autour de moi, que les contours de cette vérité brutale sont enfin apparus. Un miroir brisé révèle souvent plus que la surface intacte. J'avais 32 ans ce soir-là, et mon existence, celle que je croyais immuable, allait se déchirer sous le regard de l'élite parisienne. J'étais Éléonore de Montaigne, l'héritière discrète d'une fortune dont je ne parlais jamais, l'épouse d'Alexandre Dubois, le PDG admiré de Dubois Capital. Mon ventre s'arrondissait doucement, portant en lui les 6 mois d'une nouvelle vie, et j'entrais dans le grand salon du Ritz, place Vendôme, pour un gala de charité. Les lustres de cristal scintillaient comme une pluie de diamants gelés, et je me souviens d'avoir effleuré mon ventre d'une main, un geste instinctif, ignorant encore que mon monde allait imploser. Je pensais venir soutenir mon mari, écouter son discours de levée de fonds, mais je marchais en réalité vers ma propre trahison, ma propre déchirure. D'abord, je n'ai pas compris pourquoi tous les regards se tournaient lentement vers moi. Certains s'écarquillaient, d'autres fuyaient avec une pitié voilée. Quelques murmures, discrets, derrière des mains manucurées. J'ai lissé ma simple robe bleu marine, tentant d'ignorer la piqûre subite dans ma poitrine, cette sensation étrange qui montait. Je cherchais Alexandre du regard. Il avait l'habitude de me faire signe, de venir m'embrasser le front, de me présenter comme la femme qui l'ancrait à la réalité. Mais ce soir, il n'attendait pas. Il était déjà sur scène. Et il n'était pas seul. Une femme, grande, aux cheveux dorés, drapée dans une robe argentée qui épousait ses formes comme un métal liquide,
posait sa main avec une possessivité choquante sur le bras d'Alexandre. Je me suis figé, le souffle coupé. Mes doigts se sont resserrés instinctivement sur le tissu doux de ma robe, juste là, sur mon ventre. Alexandre n'a pas scié. Son sourire, si familier, si parfait pour les caméras, était celui d'un homme qui vivait la plus belle nuit de son existence. « Mesdames et messieurs », a-t-il dit dans le microphone, sa voix résonnant, amplifiée, « j'entre dans un nouveau chapitre de ma vie. » Un frisson a parcouru la salle. J'ai senti le sol vaciller sous mes pieds. Alexandre a continué, sa voix lisse, froide, polie, calibrée pour les investisseurs. Il a prononcé des mots qui ont transpercé mon cœur. Mon épouse et moi avons choisi de nous séparer. C'est mutuel. C'est sain. Et il est temps pour moi d'aller de l'avant avec quelqu'un qui comprend les exigences de mon monde. Mutuel. Sain. J'avais pris le petit déjeuner avec lui 5 heures plus tôt. Il m'avait embrassé sur le front avant de quitter notre appartement haussmannien, me disant de me reposer. Je n'avais rien soupçonné. La femme à ses côtés a levé le menton. C'était Sophie Leclerc, une mannequin que je reconnaissais des affiches publicitaires sur les Champs-Élysées. Quelqu'un a halté derrière moi. Un autre a murmuré, il l'a quittée alors qu'elle est enceinte. Les lumières ont viré au flou. J'ai senti mon pouls battre dans mes oreilles. Mon bébé s'est agité anxieusement sous mes côtes. J'ai trébuché vers un pilier, m'y-agrippant pour ne pas m'effondrer, tandis que les photographes prenaient des clichés, capturant ma détresse comme un divertissement macabre. Ma vision s'est brouillée, mon souffle s'est raccourci. Puis la douleur a frappé. Aiguë, sourde, terrifiante. Je n'ai pas réalisé que j'allais saigner là, sur le marbre immaculé de la place Vendôme. J'ai dû partir, je devais partir. Je ne me souvenais pas comment j'avais réussi à quitter le salon. Un instant, j'étais agrippé au pilier de marbre, le monde tourbillonnant en éclairs de lumière blanche et chuchotis glaciale. L'instant d'après, je me retrouvais dehors, sur les Champs-Élysées, l'air hivernal me fouettant les poumons comme un coup de poing. Les klaxons des voitures résonnaient. Les touristes me dévisageaient. Les paparazzis s'accrochaient à mes pas comme des vautours autour d'une proie mourante. Mes mains tremblaient violemment alors que je les pressais sous mon ventre, tentant de calmer la douleur lancinante qui pulsait à travers mon corps. J'ai hélé un taxi, ma voix à peine un murmure. Rue Saint-Honoré, s'il vous plaît. Le chauffeur n'a rien dit. Peut-être m'avait-il reconnu. Peut-être me plaignait-il. Je ne voulais ni l'un ni l'autre. Le trajet fut un flou de sirènes hurlantes et la lueur irréelle des lumières de Paris. J'ai fixé mon reflet dans la vitre. Le mascara coulé, la peau pâle, la peur que je ne pouvais cacher. Les mots d'Alexandre résonnaient sans pitié dans ma tête. J'entre dans un nouveau chapitre avec quelqu'un qui comprend mon monde. Mutuel. Mutuel. J'ai pressé une main tremblante sur ma poitrine, sentant mon cœur se fissurer à des endroits dont je ne soupçonnais pas l'existence. Je n'étais pas encore en colère. J'étais pire, vide. Quand le taxi s'est arrêté, je suis sorti dans une brume de vertige. Le portier de notre immeuble m'a regardé avec des yeux doux, me guidant gentiment à l'intérieur. « Madame Dubois, vous allez bien ?» Je ne pouvais pas répondre. Si j'ouvrais la bouche, un cri risquait de s'échapper. Dans l'ascenseur privé, je me suis appuyé contre la paroi miroir. Mon ventre de grossesse me pesait douloureusement, comme s'il réagissait à ma panique. Ma respiration est devenue inégale. Une seule larme chaude a glissé sur ma joue. J'ai repensé à notre rencontre. C'était il y a 3 ans, lors d'un petit colloque technologique. Je m'y rendais par habitude, par intérêt pour les avancées, non par obligation. Alexandre, si charmant, si brillant, m'avait abordé après ma présentation. Il avait complimenté la clarté de mes diapositives, mon analyse pointue. Il m'avait dit qu'il ne connaissait rien à la technologie, qu'il était plutôt un homme d'affaires, mais que ma passion l'avait intrigué. J'avais trouvé cela rafraîchissant, sincère. Guillaume avait promis. Il avait promis de veiller sur moi,
sur les actifs, sur l'héritage de mon père, de loin. Il avait promis de me laisser ma chance de vivre cette vie, normale, que je désirais tant. Et moi, dans mon désir ardent d'oublier, j'avais fait mon chemin, enterrant ce souvenir, cette demande si infantile, si désespérée, comme une partie de mon passé traumatisant. Je n'avais jamais changé ce contact d'urgence, ce nom dans les dossiers de mon père, celui de Guillaume. Je n'y avais jamais pensé. J'avais voulu croire que j'étais libre, que je pouvais choisir mon destin. Le silence avait été ma façon de me protéger, de me forger une nouvelle identité. Mais ce silence, cette oubliette de mon passé, avait été ma plus grande faiblesse, ma plus grande erreur. C'était cette faille qu'Alexandre avait exploitée. Il avait non seulement profité de mon innocence, mais de ma profonde aspiration à l'anonymat, à la simplicité. Il avait vu ma faiblesse, mon désir d'une vie sans fardeau, et il l'avait transformée en une opportunité. Je sentais maintenant l'amertume monter, chaude, dans ma gorge. Le regret me serrait le cœur. C'était cette normalité que je cherchais, ce désir d'être simplement Éléonore, qui m'avait rendu si vulnérable. J'avais fui une sorte de prison, pour m'enfermer dans une autre, bien plus subtile, bien plus douloureuse. Et mon bébé a donné un autre coup de pied, plus fort, plus désespéré. La douleur dans mon bas-ventre s'est intensifiée. Ce n'était plus une douleur sourde, c'était une déchirure. Mon corps, mon enfant, réagissait. C'était un signal d'alarme. Un vrai signal d'alarme. La panique m'a lacéré les côtes, la sueur froide a inondé mon front. J'ai titubé vers le téléphone, mes mains tremblant si violemment que j'ai failli le laisser tomber de nouveau. J'ai composé le seul numéro en qui j'avais confiance. Pas Alexandre, pas un membre de ma famille que je n'avais plus. C'était Camille, mon amie la plus chère. Dès que l'appel s'est connecté, ma voix s'est brisée en un sanglot désespéré. Camille, je saigne. Une autre vague de douleur m'a déchiré. La pièce a basculé. La dernière chose que j'ai entendue avant que l'obscurité ne m'engloutisse fut le cri de Camille prononçant mon nom. Puis tout est devenu noir. Je me suis réveillé à l'odeur stérile du désinfectant et au doux bip des machines. Un instant, je ne me suis pas souvenu où j'étais. Le monde me semblait étouffé, comme si j'étais sous l'eau. Puis une voix familière a brisé la brume. Éléonore. Dis, Éléonore. Tu m'entends? C'était Camille. J'ai cligné des yeux, les lumières crues de l'hôpital se brouillant entraînées. Ma gorge était sèche, mon corps lourd. J'ai essayé de parler, mais seul un rauque murmure a réussi à s'échapper de mes lèvres. Camille s'est penchée, ses yeux rougis d'avoir pleuré, son blazer froissé comme si elle avait couru directement d'une réunion. « Tu m'as fait une de ces peurs », a-t-elle chuchoté. « Les urgentistes ont dit que tu avais perdu trop de sang. » « Éléonore, qu'est-ce qui s'est passé ?» Mes doigts se sont agités faiblement. Je ne pouvais pas former les mots. Mon cerveau rejouait les derniers instants. L'enveloppe, la boîte Cartier, la note d'Alexandre, la douleur, la panique. Tout a frappé ma poitrine comme un coup physique. Soudain, des pas se sont approchés, mesurés, calmes, familiers. Le docteur Antoine Moreau est entré. Son expression était sérieuse mais posée. Sa blouse chirurgicale bleu marine était légèrement froissée. Ses cheveux ébouriffés, comme s'il venait de passer une nuit entière au bloc. Pourtant, ses yeux étaient empreints d'une confiance tranquille et rassurante. « Vous êtes réveillé ?» a-t-il dit doucement, vérifiant les moniteurs. « Bien. Vous nous avez donné une nuit assez difficile. » J'ai dégluti, ma voix à peine audible. « Mon bébé. » Antoine s'est adouci instantanément. « Votre bébé va bien. » C'est la bonne nouvelle. Ma poitrine s'est détendue juste assez pour que je puisse respirer. J'ai fermé les yeux de soulagement. Mais Antoine a continué, son ton passant à une gravité clinique ferme. « Vous, non. Vous avez eu un hématome rétroplacentaire. Le stress a déclenché une dangereuse augmentation de votre tension artérielle.
Si Camille n'avait pas appelé les urgences immédiatement, nous aurions pu avoir une conversation très différente en ce moment. Mes yeux se sont remplis de larmes. J'ai détourné le visage, honteuse, épuisée. Je suis désolée, ai-je chuchoté à personne et à tout le monde. Je ne pensais pas qu'il ferait ça. Pas comme ça. Pas en public. Pas alors que je porte son enfant. Camille a serré la mâchoire, la fureur bouillonnant sous sa peine. Alexandre Dubois est un monstre, a-t-elle dit entre ses dents. Je savais qu'il était arrogant, mais t'humilier publiquement, annoncer une séparation avec sa maîtresse à ses côtés, puis laisser des papiers de divorce comme des ordures sur ta table de salle à manger. Elle a secoué la tête. Il ne mérite pas de respirer le même air que toi. Les yeux d'Antoine se sont durcis, mais sa voix est restée calme. Éléonore, écoutez-moi. Cela ne doit plus arriver. Votre corps ne peut pas supporter un autre choc émotionnel comme celui-là. Vous avez désormais un risque élevé de prééclampsie. Plus de stress, et nous parlons de convulsions, d'AVC, d'accouchement d'urgence. Vous avez besoin de stabilité, de paix, de soutien. Il s'est penché, baissant la voix. Et quiconque vous fait cela, restez loin d'eux. J'ai laissé échapper un souffle tremblant. C'est mon mari. Antoine a marqué une pause. Alors il ne devrait plus l'être. Ces mots ont frappé plus fort qu'il ne l'avait probablement voulu. Je les ai sentis se loger sous mes côtes comme une vérité que j'avais évitée. Avant que je ne puisse répondre, mon téléphone s'est allumé sur la table de chevet. Un aperçu de message est apparu sur l'écran fissuré. Nous devons finaliser le divorce rapidement. Mon équipe de communication dit. J'ai tressailli si violemment que le moniteur cardiaque a bipé en flèche. Antoine a attrapé le téléphone, l'a mis en silencieux et l'a posé face contre terre. Absolument pas. Pas ce soir. Camille s'est avancée, les yeux flamboyants. Éléonore, tu ne rentres pas chez toi. Tu restes avec moi. Alexandre ne s'approchera pas de toi. Je m'en assurerai. J'ai ouvert la bouche pour protester, mais une autre silhouette est apparue dans l'embrasure de la porte, découpée par la lumière du couloir. Un homme grand, vêtu d'un manteau de charbon, calme, contrôlé, familier, mais impossible. Mon souffle s'est coupé. Il est entré, sa voix basse, posée, fendant l'air comme un couteau enveloppé de velours. Éléonore, a-t-il dit. C'est moi, Guillaume Bertrand. Nous devons parler. Et le secret que j'avais fui toute ma vie d'adulte se tenait soudainement au pied de mon lit d'hôpital. De longues minutes se sont écoulées, mes yeux fixés sur cette silhouette à l'entrée de la chambre d'hôpital. Un homme grand, vêtu d'un manteau de charbon. Son calme, sa posture, tout en lui était d'une familiarité troublante, presque impossible. C'était Guillaume Bertrand. Mon souffle s'est coupé. Camille, à mes côtés, s'est redressée d'un coup, instinctivement protectrice. « Et qui êtes-vous » a-t-elle demandé, la voix tendue. Guillaume n'a pas détourné le regard de moi. Ses yeux, d'une intensité particulière, fixaient les miens, comme quelqu'un qui avait juré de protéger une autre personne, il y a bien longtemps. « Ça va » ai-je murmuré, ma voix encore tremblante. Le docteur Moreau a jeté un coup d'œil entre nous, sentant la tension, mais a reculé discrètement, respectueusement. Si cela doit la stresser. A commencé le docteur. Ça n'arrivera pas, a coupé Guillaume, sa voix douce mais portée par une force d'acier. Il s'est tourné vers moi. Je suis venu dès que j'ai appris. Ah, comment avez-vous su, ai-je demandé, encore faible, peinant à assimiler sa présence. Des années s'étaient écoulées. Guillaume a hésité un instant. Votre contact d'urgence. Mon souffle s'est arrêté. Ma mère l'avait ajouté quand j'avais 17 ans, juste avant sa mort. Je n'avais jamais pensé à le changer. Le docteur Moreau a hoché la tête lentement, reliant les pièces du puzzle. Donc, votre famille. La mâchoire de Guillaume s'est serrée. Pas par le sang, a-t-il dit, mais l'implication était là.
Par la responsabilité. Par une promesse. Camille a croisé les bras, la suspicion rayonnant d'elle. D'accord, quelqu'un ferait mieux de m'expliquer. Éléonore a failli mourir hier soir, et je ne laisserai pas des inconnus entrer avec des entrées théâtrales. J'ai dégluti, la gorge serrée. Et Guillaume, il gérait la fondation de mon père. Camille a cligné des yeux. Votre père vous a laissé de l'argent? J'ai tressailli, la culpabilité inondant ma poitrine. J'avais caché tant de choses, pendant si longtemps. Guillaume s'est approché, tirant une chaise près de mon lit. Il ne m'a pas touché, mais sa seule présence a ancré l'air, le rendant plus silencieux. Éléonore, j'aurais aimé ne pas avoir à aborder cela maintenant. Vous êtes faible. Vous souffrez. Mais ce qui se passe avec Alexandre. Son expression s'est durcie. C'est exactement ce que votre père craignait. Mon cœur a cogné douloureusement. Ne dites pas ça. Je dois le faire. Antoine regardait attentivement, les bras croisés. Camille restait figée. Guillaume a continué, sa voix basse et grave. Votre père savait que le monde viendrait un jour à vous, soit pour votre nom, soit pour votre héritage. C'est pourquoi il vous a protégé. C'est pourquoi j'ai passé les 13 dernières années à éloigner les prédateurs de votre fondation. Mes yeux se sont remplis de nouveau, non pas de chagrin cette fois, mais de honte. Et je suis tombé droit dans la gueule de l'un d'eux. Guillaume n'a pas hésité. Alexandre n'est pas entré dans votre vie par accident. Ces mots ont frappé la pièce comme du verre brisé. Les yeux de Camille se sont agrandis. Qu'est-ce que vous dites? Guillaume a expiré lentement. Il y a 3 ans, quelqu'un a tenté d'accéder à des informations concernant la Fondation Montaigne. Quelqu'un avec des outils cybernétiques de niveau entreprise. Nous l'avons retracé à une adresse IP à Paris. Il a fait une pause. Dubois Capital. Je me suis figé. Non, ai-je murmuré. Alexandre m'a dit qu'il m'avait rencontré par hasard. À ce petit colloque technologique, il a dit qu'il ne savait même pas qui j'étais. Le regard de Guillaume s'est adouci, mais ses mots étaient impitoyables. Il savait exactement qui vous étiez. Son entreprise a piraté des dossiers, cherchant un moyen d'attirer les investisseurs Montaigne dans son orbite. Quand il a découvert que vous étiez vivante et seule, il s'est modelé pour être tout ce dont vous aviez besoin. Camille a serré les poings. Il l'a utilisé. Il l'a épousée pour faire levier. Guillaume a hoché la tête une fois. Et maintenant, il la jette parce qu'il la croit impuissante. Mon estomac s'est tordu, non par la douleur, mais par une trahison plus profonde que n'importe quel coup. J'ai cligné des yeux rapidement, les larmes coulant sur l'oreiller. Je l'aimais. Je pensais qu'il m'avait choisi parce que j'étais normal. Parce que je n'étais pas l'argent. Vous n'avez jamais été normal pour lui, a dit Guillaume doucement. Vous étiez une voie vers un pouvoir qu'il ne pouvait pas toucher légalement. Le silence était lourd, fracassant. Puis Antoine s'est approché, sa voix ferme. Éléonore, vous ne pouvez pas rester dans le même espace qu'Alexandre. Ni émotionnellement, ni physiquement. Votre santé ne survivra pas à un autre mensonge. Guillaume s'est penché en avant, ses yeux fixés sur les miens. Revenez temporairement en Côte d'Azur. Laissez-nous vous protéger, votre héritage, votre enfant, votre vie. Alexandre ne peut être près d'eux. Mon souffle a tremblé, car je savais que Guillaume ne demandait pas. Il me disait ce que j'avais toujours craint. Alexandre Dubois n'avait pas seulement brisé mon cœur. Il m'avait ciblé point le lendemain matin, la pâle lumière hivernale inondait la chambre d'hôpital tandis que je me redressais lentement contre les oreillers. Mon corps était endolori, lourd, tendre, mais rien ne me faisait autant mal que la vérité que Guillaume m'avait révélée la nuit précédente. Je me sentais craqué, mis à nu. L'homme que j'aimais, le père de mon enfant à naître, n'avait jamais été une coïncidence. Il avait été une stratégie, une transaction, une cible. Camille est revenue avec 2 cafés, une main équilibrant un sac en papier de viennoiserie.
Toujours en vie, a-t-elle demandé doucement, essayant d'alléger l'atmosphère. Mais l'inquiétude dans ses yeux était aiguisée. À peine, ai-je murmuré. Avant que Camille ne puisse répondre, la porte s'est ouverte de nouveau. Le docteur Antoine Moreau est entré, une tablette sous le bras. Il a jeté un coup d'œil à mon moniteur, puis m'a accordé un regard professionnel et mesuré. « Comment va la douleur ? » « C'est gérable. » Ce n'était pas la question, a-t-il dit doucement. Mes lèvres ont tremblé, mais je n'ai rien dit. Antoine a expiré. Vos constantes se sont stabilisées pendant la nuit, mais votre tension artérielle est toujours trop élevée. Le stress est un poison pour vous. Un autre choc comme hier, et nous parlerons d'un accouchement prématuré. Il a fait une pause. Ou pire encore. La mâchoire de Camille s'est serrée. Alexandre, c'est le stress. Elle doit être loin de lui. Comme invoqué par la mention de son nom, mon téléphone a vibré sur la table de chevet. Le nom d'Alexandre s'est affiché à l'écran. Antoine a attrapé le téléphone avant que je ne puisse l'atteindre et l'a posé face contre terre. Pas d'appel. Pas de lui, a grogné Camille sous son souffle. Il veut probablement qu'elle signe ces horribles papiers de divorce ou qu'elle contrôle le récit, a ajouté Antoine. Les hommes comme lui paniquent quand ils perdent la maîtrise de l'histoire. La tension s'est épaissie. J'ai fermé les yeux, essayant de respirer. Je ne veux pas qu'il soit ici. Vous n'aurez pas à vous occuper de lui, a dit Camille fermement. Je peux obtenir une ordonnance de protection. Avant que je ne puisse répondre, la porte s'est ouverte une troisième fois. Guillaume. Sa présence a rempli la pièce comme les orages emplissent les cieux sombres. Calme, massif, inévitable. Il portait un dossier à la main et une expression qui signifiait qu'il avait déjà pris des décisions pour ma sécurité. Nous n'avons pas beaucoup de temps, a-t-il dit, fermant la porte derrière lui. L'équipe de communication d'Alexandre vient de publier un communiqué. Ma poitrine s'est serrée. Quel genre de communiqué ? Guillaume a ouvert le dossier et a tendu une page imprimée à Camille. Lisez-le. Camille a parcouru le texte et son visage a perdu toute couleur. Oh mon Dieu, il est fou. Qu'est-ce que ça dit ? Ai-je murmuré. Camille a lu à voix haute, sa voix tremblante de rage. Mon épouse a été sous détresse émotionnelle et a choisi de se séparer pour sa propre santé mentale. J'aime mon enfant à naître et le protégerai de l'instabilité. Ma mâchoire s'est décrochée. Santé mentale ? Il vous dépeint comme instable, a dit Guillaume calmement. Il prépare une manœuvre pour la garde. Antoine a juré à voix basse. Ce que les médecins faisaient rarement. Il exploite votre épisode médical. Il va prétendre que vous êtes inapte. J'ai senti le sol vaciller. Il ne ferait pas ça. Il l'a déjà fait, a dit Guillaume. Camille s'est approchée, la fureur rayonnant d'elle. C'est la guerre. Guillaume a hoché la tête lentement. Et Éléonore n'est pas en état de la mener ici. Vous avez besoin de distance maintenant. Il m'a regardé directement. Mon jet vous attend à l'aéroport du Bourget. Si vous voulez partir, nous décollons dans 2 heures. Mon souffle a tremblé. 1000 peurs ont tourbillonné sous mes côtes. Ma maison, mon bébé, mon mariage brisé, mon héritage secret. Fuir me terrifiait, mais rester me semblait létal. Antoine a touché mon épaule. Éléonore, vous avez failli mourir hier soir. Camille a serré ma main. Vous ne devez pas une seconde de plus à Alexandre. Choisissez-vous. J'ai levé les yeux vers Guillaume, l'homme qui m'avait protégé bien avant que je ne comprenne pourquoi. Ma voix était à peine un murmure. Emmenez-moi en Côte d'Azur. Et avec ce choix, Éléonore de Montaigne a cessé d'être une victime pour devenir la tempête qui allait s'abattre sur l'empire d'Alexandre Dubois. Si vous êtes encore là, à m'écouter jusqu'à ce point de mon histoire, je vous prie de bien vouloir laisser un commentaire avec le chiffre 1. Votre présence est le plus grand des encouragements pour moi,
afin que je puisse vous confier la dernière partie de ce récit. 3 heures plus tard, j'ai quitté l'hôpital en fauteuil roulant, poussé par une infirmière. Mon corps était encore faible, lourd, endolori, mais mon esprit était plus clair qu'il ne l'avait été depuis des mois. Un vent froid balayait les rues de Paris, mordant mes joues. J'ai serré mon manteau autour de mon ventre. La ville que j'avais autrefois aimée me semblait maintenant un champ de bataille dont j'avais à peine survécu. Une Mercedes classe S noire attendait au bord du trottoir. Guillaume se tenait à côté, parlant doucement à son téléphone, donnant des instructions avec l'autorité précise de quelqu'un habitué à gérer les crises. Quand il m'a vu, il a immédiatement mis fin à l'appel et a ouvert la portière de la voiture. « Vous serez en sécurité », a-t-il dit doucement. Ce n'est pas une promesse, c'est une certitude. Camille m'a serré fort dans ses bras, me murmurant « Appelle-moi toutes les heures. Je suis sérieuse. Et je préparerai tout pour ton retour. Juridique, financier, garde, défense, tout ce dont tu auras besoin. » J'ai hoché la tête, les émotions gonflant ma poitrine. Merci de m'avoir sauvé hier soir. Tu t'es sauvé toi-même, a corrigé Camille. J'ai juste composé le 15. Elle m'a serré la main une dernière fois avant de reculer. Je me suis installé dans la voiture, mon corps s'enfonçant dans les sièges en cuir souple. Je me sentais petite, fragile, mais plus seule. Alors que la voiture s'éloignait, Camille a levé la main dans une promesse silencieuse. Je te soutiens. Le trajet jusqu'à l'aéroport du Bourget a duré moins de 40 minutes, mais chaque minute semblait un compte à rebours. Je ne pouvais pas me débarrasser de la peur qu'Alexandre n'apparaisse de nulle part, comme il le faisait quand il voulait contrôler le récit. Je n'arrêtais pas de regarder dans le rétroviseur pour voir sa voiture, m'attendant à moitié à ce qu'elle apparaisse. Guillaume a dû sentir ma tension. Il ne sait pas que vous partez, m'a-t-il assuré. Votre sortie a été gérée discrètement. Pas de traces. Je l'ai regardé, les sourcils froncés. Vous avez déjà fait ça. Protéger des gens de la sorte? Guillaume, les yeux rivés sur la route, a répondu. Oui. J'ai dégluti. Il ne parlait pas d'argent. Il parlait de moi. Quand nous sommes arrivés à l'aéroport, un jet privé élégant nous attendait sur la piste, ses moteurs vrombissant doucement. J'ai expiré, sentant une vague d'incrédulité. La dernière fois que j'avais vu un tel jet, j'avais 16 ans, je volais avec mon père pour une conférence à Tokyo. Cette vie semblait un rêve dont je m'étais réveillé bien trop tôt. Le vent fouettait autour de moi alors que Guillaume m'aidait à monter les marches lentement, avec précaution. Une fois à l'intérieur, la cabine sentait légèrement le cèdre et le linge propre. Une couverture douillette de couleur crème était pliée sur le siège. « Essayez de vous reposer », a dit Guillaume, attachant ma ceinture de sécurité. Le vol sera long. J'ai regardé autour de moi, mes yeux balayant les boiseries polies, les lumières douces au plafond, le silence qui semblait un sanctuaire, un endroit où Alexandre ne pouvait pas m'atteindre. Mais quelque chose me travaillait. Et Guillaume, il y a quelque chose que vous ne me dites pas, il s'est assis en face de moi, les mains jointes. Son expression était illisible. Il y aura du temps pour les réponses en Côte d'Azur. Pour l'instant, concentrez-vous sur votre respiration. Non, ai-je dit, ma voix tremblante. J'ai besoin de savoir. Pourquoi maintenant? Pourquoi revenir vers moi après toutes ces années? Pourquoi mon père vous a-t-il confié tout cela? Sa mâchoire s'est serrée. Il a hésité. Puis l'avion a commencé à accélérer, la vibration résonnant sous mes pieds. Guillaume s'est penché juste assez pour que ces mots n'atteignent que moi. Parce que votre père ne m'a pas choisi, Éléonore, a-t-il dit doucement. C'est vous qui l'avez fait. Mon souffle s'est coupé. De quoi parlez-vous? Vous aviez 17 ans. Vous m'avez demandé de vous protéger de quiconque tenterait un jour de vous utiliser. Ses yeux se sont adoucis avec une émotion lourde, presque douloureuse. Y comprit l'homme que vous épouseriez un jour. Les moteurs ont rugi. Mon cœur s'est arrêté.
Alexandre n'a jamais été votre première trahison, a murmuré Guillaume. Juste celle dont vous vous souveniez. Et avant que je ne puisse en demander davantage, l'avion a décollé, me tirant dans un passé que j'avais oublié et un avenir pour lequel je n'étais pas prête. Le jet privé a atterri à Nice, à l'aéroport de Nice-Côte d'Azur, juste après le coucher du soleil. Le ciel azuréen baignait d'or doux se fondant dans le violet. J'ai regardé par la fenêtre, mon cœur battant trop vite tandis que la silhouette des collines apparaissait. Je n'étais pas venu ici depuis plus d'une décennie. La dernière fois, mon père était encore en vie, m'appelant encore, ma petite Éléonore, me promettant que je ne serais jamais seul. Maintenant, je revenais portant un enfant et des blessures que je n'avais même pas commencé à comprendre. Guillaume m'a aidé à descendre les marches. L'air était plus chaud ici, plus doux, le genre d'air qui aurait dû être réconfortant. Au lieu de cela, il pesait sur ma poitrine comme un souvenir que je n'étais pas prête à affronter. Un SUV noir attendait au bord du trottoir. Le chauffeur a salué Guillaume respectueusement, puis m'a regardé avec reconnaissance. « Mademoiselle de Montaigne » a-t-il dit doucement. « Bienvenue chez vous. »« Chez moi. » Les mots ont frappé comme une pierre jetée dans un étang calme. Je me suis glissé sur la banquette arrière, mon regard dérivant vers la fenêtre alors que nous traversions la Côte d'Azur, passant devant des rues calmes, de grands pins, des domaines clôturés et des bureaux de start-up élégants aux logos lumineux. Chaque bâtiment semblait un fantôme d'une autre époque. Après 20 minutes, nous avons tourné sur une route isolée bordée de cyprès. Au bout se dressait un domaine de verre et de pierre surplombant la baie. Moderne, élégant, à couper le souffle. Des lumières brillaient chaleureusement à l'intérieur, se reflétant sur l'eau. « C'était à mon père » ai-je murmuré. « Non » a dit Guillaume. « C'est le vôtre. » Mon souffle s'est coupé. Je n'ai jamais voulu de tout ça. « Vous n'avez pas voulu d'Alexandre non plus » a répondu Guillaume calmement. « Mais vous avez quand même fini avec lui. » Le chauffeur a ouvert ma portière, et je suis sorti lentement. Les vagues clapotaient doucement sous la falaise. La maison semblait trop grande, trop silencieuse, trop pleine de choses dont je n'étais pas prête à me souvenir. À l'intérieur, l'entrée sentait légèrement le cèdre et les agrumes. Plancher poli, au plafond, fenêtre du sol au plafond donnant sur la baie. Magnifique, stérile, intact, comme un musée pour une vie que j'avais abandonnée. Guillaume a fait signe vers un canapé surplombant l'eau. Asseyez-vous, reposez-vous. Nous parlerons quand vous serez prête. Mais j'ai secoué la tête. Plus d'attente. Vous avez dit que je vous avais choisi quand j'avais 17 ans. Que vouliez-vous dire? L'expression de Guillaume a changé. Quelque chose de compliqué, quelque chose frisant le chagrin. Il a retiré son manteau, l'a posé soigneusement de côté et s'est tenu devant moi avec la posture d'un homme qui avait porté un secret bien trop longtemps. Votre père est venu me voir quand Montaigne Technologies était attaqué, a commencé Guillaume. Il craignait que quelqu'un ne vous cible. Il voulait que je protège la fondation, les actifs, l'héritage. Il a fait une pause. Mais vous m'avez demandé de vous protéger. J'ai froncé les sourcils. Je ne me souviens pas, vous étiez traumatisé, a dit Guillaume doucement. Votre monde s'était effondré. Les avocats, les médias, les menaces. Vous étiez en train de vous noyer. Une nuit, vous êtes venu à mon bureau. Vous trembliez, vous pleuriez. Vous avez dit? Il a dégluti difficilement. Vous avez dit que vous ne faisiez confiance à personne d'autre. Que j'étais la seule personne qui ne vous avait jamais menti. J'ai détourné le regard, les yeux brûlants. Alors pourquoi avez-vous disparu pendant des années? Parce que vous m'avez supplié de le faire, a-t-il dit doucement. Vous avez dit que vous vouliez une vie normale. Pas d'équipe de sécurité, pas de membres du conseil, pas d'héritage. Vous vouliez grandir sans jamais entendre le mot Montaigne à nouveau. Il a fait un pas de plus, alors j'ai honoré votre demande. Je vous ai protégé à distance. Un silence pesant a rempli la pièce. Ma voix a craqué.
Et Alexandre, il a réussi à passer quand même. La mâchoire de Guillaume s'est serrée. Parce qu'il vous a étudié, a manipulé son chemin dans votre monde. Nous n'avions aucune raison de suspecter qu'il savait qui vous étiez. J'ai pressé une main sur ma poitrine, essayant de calmer la douleur. Je pensais être tombée amoureuse par accident, mais l'accident, c'était qu'il me trouve. Guillaume a baissé le regard. Il ne vous fera plus de mal. Je ne le permettrai pas, un frisson m'a parcouru. Pourquoi tenez-vous tant? Les yeux de Guillaume ont rencontré les miens. Calme, gardé, mais cachant quelque chose de plus profond. Parce que j'ai fait une promesse, a-t-il dit doucement. Pas seulement à votre père, à vous. Avant que je ne puisse répondre, mon téléphone a vibré violemment sur la table. Une notification a clignoté. Un document décelé divulgué. La société d'Alexandre Dubois sous enquête. Connexion possible à Montaigne Technologies. Je me suis figé. Guillaume est resté immobile. Ce n'était plus seulement personnel. Alexandre Dubois avait accidentellement mis le feu au mauvais empire. Mes doigts tremblaient tandis que je prenais mon téléphone. Le titre brillait comme un fil électrique dans l'ambiance tamisée du salon du domaine. Urgent. Dubois Capital fait face à une enquête du parquet national financier. Un lanceur d'alerte lie le PDG à un accès non autorisé aux données. Une connexion potentielle émerge. Mon estomac s'est serré. Et Guillaume, ce n'est pas possible. C'est réel, a-t-il dit doucement. Et ce n'est que le début. Il m'a doucement retiré le téléphone des mains avant que les mots ne puissent me blesser davantage. Léonore, écoutez-moi. Cette enquête ne vous concerne pas encore, mais ce sera le cas si nous n'agissons pas avec prudence. Comment mon nom pourrait-il être impliqué, ai-je murmuré. Je n'ai jamais travaillé pour Montaigne. J'ai tout abandonné. Guillaume a expiré, passant une main dans ses cheveux, ce qu'il ne faisait jamais à moins d'être réellement troublé. Parce que les enquêteurs examinent une violation qui a eu lieu il y a 3 ans. Quelqu'un a accédé à des fichiers confidentiels de l'héritage Montaigne Technologies. Quelqu'un de Dubois Capital. J'ai senti le froid me parcourir la peau. Alexandre. Guillaume a hoché la tête une fois. Très probablement. J'ai fermé les yeux, mon cœur battant dans mes oreilles. Il m'a épousé après cette violation. Oui, a dit Guillaume. Et il vous a gardé isolé de tout ce qui aurait pu éveiller les soupçons. Il ne voulait pas que vous vous souveniez de qui vous étiez. Il voulait que votre nom soit enterré si profondément que personne, pas même vous, ne ferait le lien. J'ai pressé une main sur ma bouche, mon souffle tremblant. Oh mon Dieu, m'a-t-il jamais aimé? Vraiment? Le visage de Guillaume s'est adouci, mais ses mots ne l'ont pas fait. Alexandre n'aime pas. Alexandre utilise. La vérité fut une gifle. J'avais besoin d'air. Je me suis levé en chancelant et j'ai marché vers la baie vitrée surplombant la baie. Le soleil avait complètement disparu, ne laissant que le scintillement des lumières lointaines de la ville se reflétant sur l'eau. C'était magnifique, calme, l'opposé du bruit de Paris, du chaos de mon mariage, et pourtant mon monde semblait plus bruyant que jamais. Guillaume s'est approché lentement, laissant de l'espace, me donnant de l'air. Vous êtes en sécurité ici, a-t-il dit. Mais vous devez comprendre quelque chose. Cette enquête peut vous nuire si Alexandre panique. Il pourrait essayer de vous y entraîner ou de prétendre que vous saviez quelque chose que vous ignoriez. J'ai dégluti difficilement. Que dois-je faire? Laissez-moi m'en occuper, a dit Guillaume simplement. Ma gorge s'est serrée. Je ne veux plus me cacher. Bien, a-t-il dit, un léger sourire effleurant ses lèvres. Parce que se cacher n'est plus une option. Avant que je ne puisse demander ce qu'il voulait dire, un coup a retenti dans l'entrée. Guillaume s'est raidi, non pas de peur, mais d'évaluation. Restez ici. Mon pouls a battu à tout rompre alors qu'il traversait la pièce et ouvrait la porte d'entrée. Une femme se tenait là, grande, posée, vêtue d'un tailleur bleu marine qui criait
autorité fédérale. Son insigne a brillé sous la lumière du porche. Monsieur Bertrand, a-t-elle demandé. Oui. Elle lui a tendu une enveloppe scellée pour mademoiselle Éléonore de Montaigne. Urgent. Mon sang s'est glacé. La femme a offert un signe de tête respectueux, puis est partie aussi vite qu'elle était venue. Guillaume est revenu vers moi, l'enveloppe à la main. Je l'ai fixée, mes doigts serrant la couverture drapée sur mes genoux. Est-ce des enquêteurs, ai-je demandé. Non. Guillaume a retourné l'enveloppe, les yeux légèrement plissés. C'est d'un cabinet d'avocats privé de Marseille. J'ai froncé les sourcils. Il me l'a tendue. J'ai hésité, puis je l'ai ouverte. Mon souffle s'est coupé. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier croustillant, des lettres en gras en haut, notification légale d'intention concernant une éventuelle appropriation illicite d'actifs de l'héritage Montaigne. En dessous, une ligne m'a frappé comme la foudre. Nous demandons une clarification immédiate concernant votre lien avec Alexandre Dubois. Mes lèvres se sont entr'ouvertes sous le choc. Il pense que je suis impliqué. Guillaume s'est approché. Il pense que vous êtes une victime, ou une clé pour prouver qu'il a commis une fraude. Dans tous les cas, ils vous veulent. J'ai chancelé en arrière, agrippant le bord du canapé. Cela dégénère. Guillaume a doucement stabilisé mes épaules. Alors nous reprenons le contrôle. Ah comment ? Sa voix est tombée dans un murmure qui m'a semblé être un tremblement de terre. En révélant qui vous êtes vraiment. Je l'ai regardé, mon souffle tremblant. Je ne suis pas prête. Vous l'êtes, a dit Guillaume doucement. Et le monde est sur le point de connaître le nom d'Éléonore de Montaigne à nouveau, avec ou sans votre permission. Mon cœur battait la chamade parce que j'ai soudain compris que me cacher ne me sauverait jamais. Devenir qui j'étais vraiment, cela pourrait juste le faire point le lendemain matin, la tension dans le salon de réception du Crillon, à Paris, était assez palpable pour couper le verre. Des rangées de chaises capitonnées étaient remplies d'analystes, d'investisseurs et de membres du conseil d'administration. Chacun bourdonnait d'une panique silencieuse. L'Assemblée générale annuelle des actionnaires de Dubois Capital avait toujours été un étalage de l'ego d'Alexandre. Il aimait les projecteurs, les applaudissements, les éloges soigneusement orchestrés. Aujourd'hui, les lumières semblaient plus dures, les caméras plus intrusives, les murmures bien plus dangereux. Alexandre est monté sur scène avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Il a ajusté sa cravate, faisant semblant de ne pas voir la mer d'expression froide qui l'observait. Il a fait semblant que l'enquête du parquet national financier ne planait pas au-dessus de lui comme un nuage d'orage. Il a fait semblant que ma victoire au tribunal ne meurtrissait pas sa fierté. Bonjour, a-t-il commencé, sa voix polie. Dubois Capital est plus forte que jamais. Notre innovation continue. Une main s'est levée au premier rang. Un vieil investisseur aux cheveux argentés. Monsieur Dubois, a-t-il interrompu. Avant de commencer, nous devons aborder les rumeurs concernant Montaigne Technologies. Alexandre a forcé un rire. Une start-up dirigée par mon ex-épouse instable est à peine une. La salle a éclaté. Les journalistes, les actionnaires, les membres du conseil parlaient les uns par-dessus les autres. Éléonore de Montaigne est-elle la véritable héritière de Montaigne Technologies? Avez-vous dissimulé des informations sur son identité? Est-il vrai que vous avez tenté d'accéder au système confidentiel de Montaigne Technologies? Avez-vous mis en danger sa grossesse? Alexandre a levé les mains. Restons civils. Une autre voix l'a interrompu. En fait, a dit la présidente du conseil d'administration, se levant de son siège. Soyons honnêtes. La mâchoire d'Alexandre s'est tendue. Je suis honnête. C'est votre problème, a murmuré un actionnaire. Nous ne vous croyons pas, des rires ont fusé, silencieux mais mortels. Alexandre s'est redressé. Cette entreprise est stable. Montaigne Technologies est un coup de communication. Éléonore de Montaigne est. Mais il s'est arrêté, car les portes de la salle de bal se sont ouvertes et Éléonore de Montaigne est entrée.
Elle ne portait pas de vêtements de créateur ni de maquillage dramatique. Juste une robe beige douce, ses cheveux lâchés, sa présence calme mais imposante. Guillaume et Camille l'ont flanquée comme des piliers de force. Alexandre s'est figé au pupitre. « Vous n'avez pas votre place ici », a-t-il craché. « Oh, mais elle l'a », a dit la présidente du conseil d'administration, Dana Olligne, s'écartant pour me souhaiter la bienvenue. Mademoiselle de Montaigne a demandé la parole. Selon l'article 12.4, les actionnaires majeurs peuvent s'adresser au conseil. Le visage d'Alexandre s'est vidé. Elle n'est pas actionnaire. Guillaume a levé un document. Elle possède 18%. Plus que vous. Un halètement a parcouru la salle. Je me suis avancé. Bonjour, ai-je dit doucement, agrippant le pupitre. Je m'excuse d'interrompre, mais la transparence est essentielle, et cette entreprise mérite la vérité. Alexandre s'est élancé en avant. Léonore, arrêtez. La sécurité l'a bloqué. La salle a retenu son souffle. J'ai continué, ma voix ferme. Il y a 3 ans, Dubois Capital a enfreint les systèmes confidentiels de Montaigne Technologies. Des documents internes fournis par d'anciens employés le prouvent. Des courriels montrent l'intention de me cibler et de cibler mes actifs. Alexandre Dubois m'a sciemment exploité à des fins lucratives. Des papiers ont froissé, des caméras ont flashé, des investisseurs ont chuchoté furieusement. Mon regard n'a pas vacillé. Je ne suis pas venu pour me venger. Je suis venu parce que cette entreprise mérite un leadership qui valorise l'intégrité. Alexandre Dubois ne répond pas à cette exigence. La présidente du conseil s'est tournée vers l'Assemblée. Nous allons maintenant voter sur la révocation de Monsieur Dubois de son poste de PDG de Dubois Capital, avec effet immédiat. Le hurlement d'Alexandre a déchiré l'air. Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai bâti cette entreprise. Elle ment. Elle vous manipule tous. Personne n'a écouté. Un par un, les boutons de vote rouge se sont allumés. Révocation, 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 révocation. L'écran a affiché le résultat. 92% des voix pour la révocation d'Alexandre Dubois. Alexandre a trébuché en arrière, le souffle court. La sécurité s'est approchée. Non, non, c'est mon entreprise, a-t-il rugi alors qu'il lui saisissait les bras. Léonore, tu me dois tout. Tout. Je l'ai regardé avec un calme déchirant. Je ne vous devais rien, ai-je dit doucement. Et maintenant, vous n'avez plus rien. Alors que la sécurité l'entraînait, Alexandre Dubois, l'homme qui avait bâti un empire sur des mensonges, l'a enfin vu s'effondrer. Et Éléonore de Montaigne avait porté le premier coup poing. Alexandre Dubois ne se souvenait pas avoir trébuché hors du crayon. Il sentait à peine l'air froid lui fouetter le visage alors que la sécurité le poussait sur le trottoir. La ville autour de lui, autrefois son royaume, se brouillait en traînées de néons et d'ombres mouvantes. Il se tenait là, le souffle rauque, son manteau à moitié déchiré par la bousculade, tandis que la réalité du vote résonnait dans son crâne. 92%. 92% de ses propres actionnaires voulaient qu'il parte. Un appareil photo a flashé. Quelqu'un a crié son nom. Un autre a hurlé, « Alexandre, c'est vrai? Vous avez piraté Montaigne ?» Il a grogné, « Éloignez-vous de moi », et les a bousculés, manquant de trébucher sur le trottoir. Une berline noire a freiné devant lui. Son chauffeur personnel, du moins celui qui lui restait, a baissé la vitre. « Monsieur, où dois-je vous ?» « Conduisez », a hurlé Alexandre, s'engouffrant et claquant la portière. Mais dès que la voiture s'est insérée dans la circulation, Alexandre a réalisé que le chauffeur ne portait pas l'uniforme habituel. Son pouls a bondi. « Et qui diable êtes-vous » Le chauffeur n'a pas regardé en arrière. « Je suis le remplaçant que l'entreprise a engagé ce matin. Votre chauffeur habituel a été réaffecté. » Réaffecté. Encore un morceau de sa vie arraché. Alexandre a pressé des mains tremblantes sur son visage.
C'est bon. Juste ramenez-moi à la maison. Un rire amer lui a échappé. La maison. Le pantouse qu'il avait exhibé dans les interviews. La vue sur la ligne d'horizon qu'il avait utilisée pour impressionner les investisseurs et les amantes. Cela ressemblait à une moquerie maintenant. Son téléphone a vibré. Il l'a attrapé comme une bouée de sauvetage, seulement pour voir un nouveau titre. L'audit d'Éléonore de Montaigne découvre des transferts non autorisés. Le parquet national financier étend son enquête. Non, a-t-il murmuré. Non, non, non. Elle ne peut pas faire ça. Elle n'en a pas l'autorité. Mais elle l'avait, parce qu'il l'avait sous-estimé depuis le début. La voiture s'est arrêtée à un feu rouge. Dehors, un immense panneau d'affichage numérique est passé à une nouvelle publicité. Montaigne Technologies. La voix douce et posée d'Éléonore a empli la rue. La technologie devrait protéger les gens, pas les exploiter. Alexandre a frappé le vitre de la voiture. Éteignez ça. Éteignez ça. Le chauffeur n'a pas répondu. La respiration d'Alexandre est devenue superficielle. Sa gorge s'est serrée jusqu'à le brûler. Il s'est senti petit, en cage, acculé, un animal réalisant qu'il n'était plus le prédateur. Il a composé le numéro de Sophie. Messagerie vocale. Il a réessayé. Messagerie vocale. Il a juré et a jeté le téléphone vers le siège avant. Tout le monde m'abandonne. Le chauffeur a finalement parlé, sa voix calme, presque apitoyée. Monsieur, il ne vous abandonne pas. Il se distancie d'un navire qui coule. Alexandre s'est élancé en avant, saisissant l'épaule de l'homme. Surveillez votre bouche. Le chauffeur n'a pas bronché. Je dis juste ce que tout le monde pense. L'humiliation a griffé la colonne vertébrale d'Alexandre. La voiture a tourné dans le parking souterrain de son immeuble. Alexandre a poussé la porte avant même que la voiture ne s'arrête complètement. Il s'est dirigé vers l'ascenseur mais s'est figé en voyant deux hommes en costume l'attendre près des portes. Ils se sont avancés. Monsieur Dubois. Oui. Quoi, a aboyé Alexandre. L'un des hommes a tendu une enveloppe. Ceci est votre avis d'expulsion de 30 jours. La propriété est enregistrée sous le logement d'entreprise de Dubois Capital. Vous n'avez plus l'autorisation de résider ici. La gorge d'Alexandre s'est nouée. Vous me mettez dehors de mon propre pantouse? Ce n'était jamais votre propriété personnelle, monsieur. La porte de l'ascenseur s'est refermée derrière eux. Alexandre a chancelé en arrière, pris de vertige. Pas de maison, pas de travail, pas d'entreprise, pas de contrôle. Son empire s'était effondré en moins de 48 heures. Et au centre de tout cela se trouvait la femme qu'il pensait avoir brisée. Maintenant plus forte que jamais, Alexandre a appuyé son dos contre le mur de béton froid, glissant jusqu'à atteindre le sol. Pour la première fois de sa vie, il a compris qu'il n'avait pas détruit Éléonore de Montaigne. Il l'avait créée, et elle venait de l'anéantir. La salle d'accouchement était silencieuse, à l'exception des bips réguliers des moniteurs et des doux encouragements des infirmières. J'agrippais les côtés du lit d'hôpital, la sueur humidifiant mon front, ma respiration venant par à-coups courts et irréguliers. Presque là, Éléonore, a dit le docteur Antoine Moreau calmement, ajustant ma perfusion. Vous vous débrouillez à merveille. Continuez juste à respirer. Ma vision s'est brouillée de douleur et d'épuisement. S'il vous plaît, assurez-vous juste qu'il soit en sécurité, ai-je murmuré. Antoine a rencontré mon regard. Je vous le promets. Et d'une dernière poussée, un cri de nouveau-né a empli la pièce, aigu, fort, vivant. J'ai sangloté, non pas de douleur, mais d'un soulagement si puissant qu'il m'a coupé le souffle. C'est un garçon, a dit Antoine doucement. Un fort. Ils ont posé le petit paquet chaud sur ma poitrine. J'ai touché la joue de mon fils, les larmes coulant librement. Bonjour, mon bébé. Je suis là. Je suis juste ici.
Pour la première fois depuis des mois, mon cœur s'est senti entier. Quelques instants plus tard, la porte s'est ouverte doucement. Guillaume est entré, s'arrêtant à la vue devant lui. Moi, rayonnante de ma nouvelle maternité. Le bébé blotti contre ma poitrine. Son expression s'est adoucie, tout l'acier qu'il portait habituellement se fondant. « Vous l'avez fait » ai-je murmuré. « C'est vous qui l'avez fait » a corrigé Guillaume doucement. « Vous l'avez sauvé. » J'ai hoché la tête, effleurant d'un doigt. Tremblant la petite main de mon fils. Je veux l'appeler Paul. Comme mon père. Guillaume a dégluti, l'émotion scintillant sur ses traits. Il serait honoré. Une infirmière s'est approchée. Mademoiselle de Montaigne, nous avons une visiteuse qui souhaite vous voir. Je me suis raidi. Antoine s'est immédiatement rapproché. Si c'est Alexandre, la réponse est non. Ce n'est pas Alexandre, a dit l'infirmière. C'est Sophie Leclerc. Le silence est tombé. J'ai échangé un regard avec Guillaume. Il s'est tendu, prêt à refuser, mais j'ai inspiré profondément. Laissez-la entrer. La porte s'est ouverte de nouveau, et Sophie est entrée. Pas de maquillage, pas de bijoux, pas de glamour, juste une femme qui semblait fatiguée, fragile et accablée de culpabilité. Elle est restée près de la porte, incertaine de sa place. J'ai parlé la première. « Pourquoi êtes-vous ici ?» La voix de Sophie a craqué. « Pour m'excuser. Je l'ai étudié. » « De quoi ?»« D'avoir cru en lui, » a murmuré Sophie. « De m'être laissé utiliser comme son arme. D'avoir laissé le monde penser que vous étiez faible alors que vous étiez la femme la plus forte de la pièce. » La posture de Guillaume s'est légèrement relâchée, mais il est resté méfiant. Sophie s'est approchée, les mains tremblantes. « Je sais que vous n'avez aucune raison de me pardonner, mais je voulais que vous le sachiez. J'ai tout dit aux enquêteurs. Tous les mensonges qu'il m'a racontés, toutes les instructions illégales, toutes les menaces. J'ai cligné des yeux, surprise. Vous avez témoigné. Oui, a dit Sophie. Et j'ai fait une déclaration publique ce matin. Alexandre ne peut plus manipuler l'histoire. Un lourd silence a passé. Puis les yeux de Sophie sont tombés sur le bébé. Il est magnifique, a-t-elle murmuré. Il a vos yeux. J'ai expiré lentement. Vous avez été une victime, aussi, ai-je murmuré. Peut-être d'un genre différent, mais une victime quand même. Des larmes ont rempli les yeux de Sophie. Merci. Elle s'est tournée pour partir, mais je l'ai rappelée. Sophie, elle a fait une pause. Vous méritez une vie qui n'est pas définie par lui. Sophie a souri, petit, brisé, reconnaissant, et s'est glissée hors de la porte. Guillaume s'est rapproché du lit, ses yeux fixés sur moi et le bébé. Il y avait quelque chose de nouveau dans son expression, quelque chose de chaleureux, quelque chose de vulnérable. « Il est parfait », a dit Guillaume doucement. J'ai levé les yeux. « Nous allons nous en sortir, n'est-ce pas ?» Guillaume s'est penché, me brossant une mèche de cheveux de mon visage. « Nous allons faire mieux que nous en sortir. » Je me suis appuyé contre les oreillers, berçant mon fils. Pour la première fois depuis que mon monde s'était effondré à la place Vendôme, je me suis senti en sécurité. Et cette fois, la vie qui grandissait autour de moi était bâtie sur la vérité, non sur des mensonges. Le jour se levait doucement sur la côte d'Azur, nimbant de reflets dorés les murs de verre du domaine familial. À l'intérieur, le salon était empli d'une quiétude nouvelle, rompue seulement par le souffle régulier du petit Paul, endormi dans les bras de sa mère. Moi, Éléonore, mon cœur enfin apaisé, je berçais mon fils. Paul, son miracle, la preuve vivante qu'après la tempête, la vie renaît, libérée des ombres que l'orgueil d'Alexandre avait projetées sur son existence. Alexandre, le public l'avait constaté, avait échoué. Non pas par manque de ressources, ses centaines de millions d'euros, son influence dans les cercles parisiens, son réseau d'affaires, tout était là. Sa chute fut bien plus intime, plus insidieuse.
Elle résida dans son erreur fondamentale de juger les êtres à l'aune de leur apparence, de leur statut social ou de ce qu'ils pouvaient lui rapporter. Il avait méprisé l'âme discrète de mon épouse, croyant qu'une femme silencieuse était une femme malléable, facile à manipuler. Cette arrogance, ce dédain profond pour l'autre, cette incapacité à voir au-delà des surfaces, fut le premier clou dans son propre cercueil. Il s'était aveuglé par son propre éclat. Plus profondément encore, cette trahison ne révélait pas une quelconque faiblesse de la part d'Éléonore, mais bien l'insécurité chronique d'Alexandre. Son besoin maladif de dominer, d'être admiré, de se sentir indispensable, masquait un ego d'une fragilité étonnante. Il avait besoin que sa compagne dépende de lui, qu'elle renforce son propre sentiment de puissance par sa soumission ou son effacement. Face à une femme d'une force tranquille, dont la valeur ne se mesurait pas à l'éclat extérieur mais à la profondeur de son être, son fragile échafaudage intérieur s'était effondré. Il ne supportait pas la lumière douce et constante de son autonomie, car elle exposait, sans un mot, l'ombre de ses propres incertitudes. Pourtant, la véritable victoire d'Éléonore ne fut pas de l'avoir humiliée publiquement ou de s'être réjouie de sa déchéance. Elle fut d'avoir gardé intacte sa dignité. De s'être retirée sans un mot d'explication superflu, sans reproches acerbes, sans se laisser contaminer par la rancœur. Sa force résida dans sa capacité à se souvenir de ses propres valeurs, de l'héritage de mon beau-père, et à choisir la voie de l'intégrité pour elle-même et pour l'avenir de son enfant. Le silence de son départ, le calme de sa reconstruction, furent des réponses bien plus puissantes que n'importe quel discours de vengeance. Car la plus belle riposte n'est jamais celle qui détruit l'autre, mais celle qui vous construit dans la vérité. La véritable richesse réside dans l'intégrité, non dans le pouvoir. Et vous, dans les tourmentes de la vie, quelle vérité avez-vous choisi de défendre? Voici la proposition d'Outreau, respectant toutes les consignes. L'histoire d'Éléonore se termine ici. Je me demande ce que vous en avez pensé, de ses choix, de cette force tranquille qu'elle a trouvée en elle. Auriez-vous agi différemment à sa place, face à une telle épreuve? Je vous invite à partager vos réflexions, vos impressions, dans la section des commentaires. Sachez que je les lis toujours attentivement, chaque mot, chaque pensée que vous me confiez est précieux. Si ce récit a résonné en vous, si cette histoire vous a touché l'âme ou vous a fait réfléchir sur le sens de nos propres combats, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, un geste simple mais qui signifie beaucoup. Pensez également à la partager avec une personne que vous croyez qu'elle émouvra ou inspirera, car parfois, un récit peut être un miroir, un guide. Et pour continuer cette exploration des vies et des leçons qu'elle nous offre, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ainsi vous ne manquerez aucune de nos prochaines découvertes, aucune de nos futures rencontres avec des destins extraordinaires. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la prochaine histoire, un nouveau voyage au cœur de l'humain. Et qui sait, la prochaine fois, ce pourrait être vous qui seriez au centre du récit. Cette histoire est fictive, et les actions présentées ne doivent pas être reproduites dans la vie réelle, regardez-la comme une réflexion sur les relations humaines.